Donc voilà, tiens, là il y a un sac de patates. Donc voilà, ils testent avec les pommes de terre pour voir où ça atterrit. Et une fois que c'est bien positionné, ben, ils envoient les colis. Mon père exerçait, mon oncle exerçait, mon cousin exerçait, mon frère exerçait. J'ai même vécu autour d'une maison d'arrêt. Généralement, ce sont des stupéfiants et des téléphones portables, des chargeurs, clés USB. En règle générale, c'est ça. Et il y a toujours un petit nom dessus, un surnom, on va dire. Et ça s'adresse à telle personne. J'ai bien sûr effectué des études auparavant. Je sors avec un BTS Action Commerciale, exactement. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter de faire ce métier. Entre guillemets, s'ils voulaient vraiment l'éviter, on l'éviterait. Donc il y a un petit côté, j'ai rien vu, c'est bon, tout va bien. Il y a des stupes qui rentrent, ça les calme. Le mec, quand il fume son bordel, derrière, il est calme et il te casse pas les bonbons, quoi. C'est tout. Demain, il n'y a plus de shit en prison, t'es mort. Je suis un papa, un psychologue, ou le confident, et l'exemple. Et on est aussi forcément l'autorité, donc on peut être aussi... on est des enculés, quoi. Ah, un souvenir d'enfance, ça va être une évasion, une tentative d'évasion. Puisque moi, en fait, où j'habitais, dans l'immeuble, j'avais vue sur la cour. Et donc, je me rappelle, j'étais donc pareil, plein d'alarmes et tout ce qui s'ensuit. Mon père se rend disponible, descend de l'appartement, il court, je dois partir au courant. Alors, ça fait un peu peur, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait, on sait jamais, qu'est-ce qui peut lui arriver. Et en fait, je vois le détenu qui court et qui commence à monter les grillages. Et moi, j'étais à la fenêtre, je criais, ouais, il est là, il est là, il est là. Enfin bon, c'était drôle, hein, je devais avoir quoi, 8-10 ans, un truc comme ça, quoi. Enfin voilà, ouais, un truc qui m'a le plus choqué. Et avec un hélicoptère, justement, qui était stationnaire au-dessus, parce qu'à la base, il venait le chercher avec une corde de l'hélicoptère. Ouais. C'était très vieux, j'avais 8-10 ans. Je dirais que, entre guillemets, c'est même moi, j'ai vécu mon enfance comme de la chance, puisque par rapport à d'autres copains que j'avais à l'extérieur, si je pouvais dire, enfin, en gros, à l'école, qui pouvaient pas sortir plus loin que chez eux ou autre, juste en bas de l'escalier. Moi, j'avais la chance d'avoir un grand domaine où on pouvait faire des chasses à l'homme, des foot ou autre. Moi, je voyais pas le côté prison, en fait. J'avais plein de copains. Le seul point négatif, en gros, c'est que, vu que les gens, ils viennent travailler, ils viennent travailler souvent à Paris et ils ne sont pas de Paris. Donc en fait, le plus difficile, je pense que c'est ça, parce qu'on s'attache à des personnes et qu'on ne revoit jamais ou qu'on n'a plus du tout de nouvelles, quoi. Où j'ai grandi, il y a beaucoup d'animation. Donc il y a donc des associations au niveau des personnels. Donc on avait la chance, on participait à des crosses, il y avait des soirées dansantes tous les mois pour les personnels. Donc les enfants étaient présents, c'était très familial, très cool, et vraiment une super ambiance. On va dire comme une vie de caserne, en fait, hein, comme ce que peuvent vivre les militaires ou les gendarmes, quoi. Mon premier jour en prison, je suis rentré dans la prison où j'ai vécu toute mon enfance autour. Et même si je connaissais les murs par cœur de l'extérieur, je m'imaginais pas la prison comme ça. Donc j'étais très impressionné. Des murs très hauts, ça résonne énormément. Les portes qui se claquent, des grandes grilles. Je me dis là, ça y est, c'est ça la prison. Ouais, ça fait peur. Et je m'attendais à voir un gros détenu, comme on dit, un voyou, enfin un truc comme je voyais à la télé, en fait, hein, tout simplement. Et en fait, je tombe sur un petit gars tout à fait normal, un peu craintif, et je me dis, bon, en fait, je n'avais pas cette image-là, en fait. Pour moi, c'était que des tatoués, des gros balèzes, et
que les gens qui font flipper, que tu vois à la télé, enfin les gros bandits, quoi. Bah, je me suis dit, reste vigilant, fais attention à toi. Observe, écoute bien les conseils des anciens qui vont te, tous les conseils des anciens qui vont te dire, parce que on sait quand on rentre, on sait pas quand on ressort. C'est usant. Le soir, tu rentres, t'es KO, quoi. Entre eux qui parlent fort, les alarmes qu'il peut y avoir, les interventions, on claque toutes les portes pour que tout le monde réagisse. C'est clac, 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 dans tous les sens. Et après, les deux verrous. Bah, bah. Et ce bruit-là, il parle, quoi. Bah, bah. Ensuite, bah, t'as ceux qui pètent les câbles, qui crient. Enfin, voilà, ils sont un peu barjots, quoi. Donc, ça gueule, quoi. Des fois, moi, je dis, je suis dans la jungle, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Moi, personnellement, je le vis très bien, quoi. Comme je dis, je pars du travail, la porte est fermée. J'arrive chez moi, je fais pas d'amalgame, en fait. Et vice-versa, quoi. Si j'ai un gros problème demain chez moi, c'est pas à eux d'en avoir les conséquences. Moi, je connais pas tout, mais je pense qu'aujourd'hui, en 20 ans, oui, j'ai pris pas mal d'expérience. Et ça me permet, je pense, de gérer tout ce stress aussi, quoi, malgré tout. Et puis, j'ai aussi des responsables au-dessus de moi, hein. On se réunit, on débriefe, et on essaie chacun d'apporter les meilleures solutions possibles, quoi. Ouais, peut-être une carapace, ouais, qui se fait. Moi, personnellement, alors, il y en a plein d'autres qui ne gèrent pas bien tout ça, hein, comme chez les flics, hein, on a un taux de suicide assez important. Il y en a qui arrivent pas à faire la part des choses, justement, qui sont trop encore dans leur contexte, je pense, professionnel, qui voient donc toute cette misère et ils pètent les plombs, quoi, tout simplement. Après, bah, il y a aussi le contexte que des gens de province qui vivent à Paris, il y a le contexte familial aussi qui joue. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être bien équilibré dans sa vie de famille pour pouvoir bien gérer les deux, tout simplement. Ah, voilà, moi j'ai la chance d'avoir mes frères et sœurs qui connaissent aussi un petit peu ce contexte, parce qu'ils ont aussi vécu dedans. Avec mes parents, ça se passe très bien aussi, donc je pense que c'est un bon équilibre, quoi. Ensuite, bah, c'est vrai que je côtoie beaucoup de collègues, et on parle aussi entre collègues, hein. Et même des fois, on se dit, le premier qui commence à parler de ce qui se passe à la prison, voilà, quoi, il dégage, quoi, en gros, quoi. Ou il a un gage ou une connerie, parce que ça vient très très souvent sur le tapis, quoi. Donc faut aussi savoir déconnecter, quoi. Mais je pense que si j'avais pas connu le système, moi j'aurais eu peur. J'aurais été flippé d'aller en prison, quoi. Me retrouver avec des criminels, me retrouver avec des gens qui vivent en cité, qui vivent dans la violence, hein. Ils sont habitués à tout ça, à se battre tous les jours. Moi j'aurais eu peur de me faire dépouiller, de me faire prendre tout ce que j'ai, de me faire racketter. Ouais, j'aurais peur de ça, ouais. T'as des bagarres où t'as le mec qui est au sol et ils sont 10 autour à le défoncer, quoi. Une petite étincelle, ça fait tout démarrer, quoi. Il y a pas de un contre un, quoi. Alors tu vois au départ, hein, il y a une droite qui part, une deuxième, et le mec il est au sol et t'as tout le monde qui arrive, il le lynche, quoi. C'est le groupe qui fait que, voilà. Et les familles. T'as des familles, ils sont 3 frères, hein. Donc bon, c'est un peu plus facile que quand t'es tout seul comme un con, quoi. J'en ai vu des grands costauds. Ouais, moi, il m'arrivera rien, il m'arrivera rien. Et le mec, il s'est fait exploser, hein. Bah, tu veux faire quoi? C'est là que tu vois la haine qu'ils ont en eux, quand même. On les dispatche, on va dire, au sein des prisons, par rapport aux différentes villes ou aux différents quartiers, et par, entre guillemets, origine aussi. Je vais pas mettre une personne qui fait partie des gens du voyage avec un maghrébin. En règle générale, ça passe pas du tout.
Ça peut être compliqué, mais on arrive à gérer, quoi. Puis eux demandent aussi. Tenez, ah bah, tiens, je connais telle personne à tel endroit, est-ce que je peux aller avec lui? OK, ça marche. Donc moi, j'accepte. Maintenant, c'est suivant le comportement. Il faut que tu sois correct avec les agents, correct avec ceci. Autrement, bah, je te laisse dans la jungle. Il faut savoir que eux vous connaissent plus que vous les connaissez. Vous êtes tout seul, ils sont 50, par exemple, sur un étage, une moyenne de 50. Donc eux parlent entre eux. Il se passe un fait avec un, ils vont se le raconter. Donc nos réactions, ils les connaissent bien aussi. Ils vont voir si ça se voit sur une personne qu'on n'est pas bien. Mais ils le sentent. Ils le sentent. Un détenu test tout le temps. Donc en fait, il faut vite mettre des barrières, quoi. Même si c'est en rigolant. Ah, surveillant, ah, tiens, tu pourrais te faire un petit billet et tout. Ouais, bah tiens, un petit portable, machin. Ah, non, mais je rigole et tout. Bon, voilà. Donc là, il faut mettre une barrière directe et dire bon, écoutez, vous continuez, moi je fais un écrit, terminé. Après, le problème, c'est que faut savoir qu'un jeune agent ne gagne pas beaucoup d'argent au départ. Celui qui rentre, il est à 1 500 euros. Et ça, les détenus le repèrent tout de suite. Ils repèrent leur proie, hein, t'inquiète. Hein, ou ils entendent ce que les gens disent entre eux. L'autre, il dit ah putain, les impôts sont tombés là, j'ai 1 500 à payer, je suis dans la merde. L'autre, il entend ça. C'est une petite proie facile. Et ça part comme ça. Si t'es pas fait pour dire non, fais autre chose. Hein. Tu peux être très bon dans un autre domaine. Donc soit tu te mets du bon côté, ou soit tu dégages, quoi. Beaucoup aussi, maintenant, les femmes, en milieu homme, par amour. Là, la dernière, c'était une infirmière qui tombe amoureuse d'un détenu. Voilà. Le détenu, je pense que ça en est vraiment servi, tu vois. Et puis, bah voilà, la rentrée des stupes, téléphone portable, elle s'est fait serrer au portique. Et puis, bah, bon, voilà, elle a dégagé. Puis une surveillante, la même histoire. Pareil, tombée amoureuse d'un détenu. Enfin bon, truc de fou, quoi. Il y en a, je connais depuis qu'ils ont 18 ans, et ils ont 30 ans, et ils ont toujours pas compris, quoi. Et ça me fait chier quand même, parce que je me dis, putain, en train de niquer sa vie. Et très souvent, hein, arrivé à 40 piges, le mec, il dit, ouais, j'ai rien fait de ma vie. Il regrette quand même tout ce qui s'est passé, quoi. La première fois, on le sait pas. Mais la deuxième, la troisième, la quatrième, on le sait. Le mec, il n'a pas fait d'études. L'éducation, bon, les parents, ils font comme ils peuvent. J'en veux pas forcément aux parents. Après, ils sont des familles nombreuses. Ils ne peuvent pas s'occuper de tout le monde. Il n'y a pas de thunes. Le père, il travaille pas. La mère, elle est au chaud. Enfin, voilà, personne bosse. Le mec, il gagne tant par mois. Moi, des fois, ils me disent, il ressort. Mais il dit, ça se trouve, j'aurai dans 6 mois, mais qu'est-ce que je fasse d'autre? Je vais pas aller travailler pour 1 200 balles. J'ai pas de diplôme, j'ai rien. Donc le mec, il va recommencer dehors, c'est logique. Et ça, je peux le comprendre. Tu vois? Je dis, ouais, bah ouais, malgré tout, il faut bien qu'il bouffe. Enfin, tout ça, quoi. Et la prison, quoi qu'il se passe, il peut faire 10 ans, bah, il va ressortir, il va recommencer. C'est ça le problème. Et donc, c'est une chaîne sans fin, quoi. Bon, en règle générale, quand je vois arriver un détenu, j'ai 80% de chance, je sais pourquoi il vient. Par rapport à son comportement, sa démarche, son allure. Un peu renfermé, un certain âge. Souvent, on se dit, tiens, lui, il a dû faire des attouchements, il a dû faire... Enfin, voilà. Après, on va dire le petit gars de cité qui arrive, wesh, ça va, tu vois, machin, ah, ça va, surveillant, non, non, non. Enfin bon, déjà, lui, il connaît. Lui, je dis, voilà, et c'est bon, c'est du stup, en gros. Enfin, voilà, quoi. Donc, on arrive quand même à vraiment bien identifier à qui on a affaire. Le vrai détenu d'avant, il disparaît. Je trouve qu'il y en a de moins en moins, en fait, avec de l'éthique, de l'honneur. Il y a moins de respect, il n'y a plus de peur du flic du tout. J'ai fait un gros coup, je me suis fait niquer, je me suis fait serrer. Voilà, j'assume. Je trouve qu'aujourd'hui, ils assument beaucoup moins.
pour certains, c'est une fierté d'avoir été en prison. Ouais, j'avoue. J'avoue. Mais bon, c'est ce qui les fait monter en grade. Et ils ont plus peur de rien. Mon père a gardé Mesrine, voilà. Donc il disait, mais le mec, il était correct, hyper correct. Il aimait pas la haute société. Mais maintenant, il avait dit, si un jour je suis en cavale, t'es avec tes enfants, ta famille en train de pique-niquer, je te demande ta voiture, tu me la donnes. Point. On fait ok, mais point. Après, le mec, il allait pas te mettre une droite ou quoi que ce soit, quoi. Donc, on va pas être dans le petit conflit de détenus classique qui va t'insulter. Tu dois tout le temps redoubler de vigilance. Moi, je trouve ça génial. Les mecs, ils arrivent à taper une banque en passant par des sous-sols. Je trouve ça excellent, quoi. Enfin, moi, personnellement, demain, je prends 30 piges. Soit j'essaie de me barrer, ou soit, au bout d'un moment, ouais, c'est bon, je vais pas vivre 30 ans comme ça, quoi. On sait que Ferrara, c'est le number one en explosif pour péter un fourgon blindé. Donc moi, je comprends que le mec, le mec, il veuille se barrer. C'était 2003, donc 3 ans après, j'avais 3 ans de boîte. Et là, d'un coup, on entend un énorme bruit, une déflagration énorme. On entend la grosse sirène d'alerte générale, quoi. Et là, on apprend qu'il y a une évasion. Donc, Ferrara, par explosif, où ils sont passés par la porte chantier qu'on appelait. Et lui, il était au quartier disciplinaire, le bâtiment juste à côté, et ils ont pété les barreaux de la cellule par explosif, et ils sont venus le chercher proprement, et ils se sont fait la malle. Après, je pense qu'il y avait d'autres complices, un gradé qui était dans l'histoire apparemment, puisqu'il a pris quand même 7 ans. On entretenait de bonnes relations. On était presque potes, puisque il m'invitait des fois à boire le thé chez lui et tout, mec cool. Apparemment, il aurait dit qu'il était menacé par l'équipe Ferrara. Mais il s'avérait qu'en fait, il entretenait des relations depuis longtemps amicales avec Ferrara et sa clique, quoi. Moi, j'étais jeune hein, dans le truc. Tu te fais guider aussi, quoi. Mais franchement, et tu te dis, eux, c'est des pros. Moi, je suis un pingouin. Moi, j'ai jamais tué quelqu'un. Je sais même pas comment j'aurais pu réagir, quoi. Enfin, je suis pas préparé à ça. Je suis pas préparé du tout. Mais t'as pas le choix. C'est ton job. Après, si j'avais voulu pas venir, je serais pas venu. Mais t'es vraiment pas rassuré, quoi. Presque à te faire dans ton slip. Hein. Y a pas honte, dès que t'entends un bruit, tu fais waouh, qu'est-ce que c'est, alors que c'est des bruits que tu peux entendre tous les jours. Malgré tout, la population pénale, pareil, ça bougeait, ça criait. Hein. T'avais quand même du feu, des flammes, des pompiers, il y avait tout un bordel, quoi. Là, là tu sais, je suis à Doom, je suis en train de jouer à Doom, mais c'est pas la même, quoi. Donc ouais, t'as du stress, t'as beaucoup de stress, t'as une grosse montée d'adrénaline. Alors, j'aime bien les montées d'adrénaline, c'est kiffant. Mais là, tu te dis, ouais, mais putain, s'il y en a un qui est vraiment là avec une arme, peut-être qu'il peut nous défoncer aussi, quoi. On a beaucoup de maladies hein, chez nous, de gens qui viennent pour le travail. Hein. Qui se mettent en maladie parce que ils sont fatigués, parce que pas mal d'addictions, l'alcool. Je pense aussi à un peu de stup chez les jeunes. On est enfermés tous les jours, hein, comme je dis. Hein, on vit dans un contexte de baroudage. Les principales personnes que je vois, ce sont des gens qui sont du milieu. Donc ouais, non, c'est pour ça, je pense que c'est ça aussi. Le fait que, là, on vit encore un peu en collectivité. Moi, des gens de dehors, j'en vois pas très très souvent. Et puis justement, j'ai envie plutôt de parler d'autre chose que de parler de ça.
fait, maintenant, j'ai moins d'empathie pour les autres. Ouais, ça m'est jamais arrivé de ressentir quelque chose. Quand vraiment le drame arrive, ça m'est arrivé ouais, deux fois, où il y en a un même qui s'est carrément, en gros, il a mis le feu à sa cellule pour rigoler, et puis il en est mort, quoi. C'est triste, hein, 18 ans, un petit jeune, tu vois, ça fout les boules, certes. Mais je me dis, bon, bah voilà, qu'est-ce que je pouvais rien faire, enfin, j'essaie de faire abstraction, parce qu'autrement, ouais, je pense qu'on peut vite péter les plombs. Ouais, je pense. Il y a quelques années maintenant, bah, en service de nuit, l'agent qui m'appelle, voilà, le détenu, il avait fait un nœud avec son drap, il a déchiré des draps. Et puis, bah, il est pendu. Faut savoir que très souvent, ils se font dessus, en plus. C'était, je sais pas, j'ai l'impression qu'il était encore tiède et tout. Enfin, c'était. Donc, moi, je me dois de couper la corde et de le positionner au sol. Ensuite, d'appeler toute ma direction, les autorités, ce qui s'ensuit. Et puis, enquête derrière, quoi. Alors, certes, ouais, c'est impressionnant. C'est lourd. C'est très lourd. Vraiment. Et un corps, c'est lourd. Un corps mort, ça fait drôle, quoi. Puis on se dit, ouais, enfin, je sais pas, ça fait bizarre, hein. Moi, j'ai l'impression que tant que ça me touche pas personnellement, je verrais ça chez moi, ça se trouve, je serais complètement choqué. Et c'est pour ça qu'à chaque incident de ce genre, voire autre, une cellule psychologique est mise en place, justement. On a un psychologue constamment présent, qu'on peut voir à tout moment. Donc, si on a besoin, non, on est quand même très bien suivi, très très bien suivi actuellement. En 2000, je vous cache pas que ça n'existait pas forcément, dans les années 2000. On évite justement de mettre certains agents à certains postes. Par exemple, un truc bête, un agent qui, on sait qu'il est en pleine séparation, on va peut-être éviter des fois de le mettre au Mirador, la nuit, par exemple. On ne sait jamais. Ou quelqu'un qui a perdu quelqu'un de sa famille, par exemple, aussi. Il y en a pas mal qui, malheureusement, font des petits séjours en psychiatrie. Ça arrive parfois, ouais. Bon, c'est déjà mieux que de se mettre une balle au Mirador, comme ça arrive, c'est encore arrivé dans l'année, hein. Bah, le mec, service de nuit, bah, il est dans son Mirador, je sais plus quelle heure il était, enfin, souvent c'est en pleine nuit. Et puis, bah, il a sorti l'arme et boum, quoi. Et voilà, il se suicide, quoi. Et ce qui est, je pense, compliqué surtout, c'est le collègue qui vient le relever, comme on dit, pour reprendre son poste, qui tombe là-dessus, quoi. À l'époque, j'étais encore marié, donc ouais, j'en ai parlé à ma compagne, qui m'a écouté, et puis je pense que ça fait du bien ouais, d'en parler. J'en ai pas rêvé non plus, hein, comme je dis, ouais, j'ai réussi à passer au-dessus, quoi. Tous les jours, il y a plein de téléphones, plein de shit qui sont récupérés, hein. J'ai une anecdote d'un têtu énorme, énorme. Bah lui, il devait en mettre je ne sais combien des téléphones sous son ventre et tout, parce que c'est un peu délicat quand tu fouilles un mec. Tu dis, ouais, soulevez votre ventre pour que je vois, c'est délicat. Et il en faisait exprès même, tu vois, il se lavait pas, comme ça, une odeur de ouf. Mais lui, je suis sûr que on avait estimé une fois 3 parloirs par semaine, s'il met, allez, même 3 téléphones et allez, 20 grammes de shit à chaque fois, le mec, il est gavé. Admettons une barrette de shit, je sais pas, c'est 20 €. J'en sais rien, il y a 10 joints, admettons. Je dirais qu'en prison, c'est ouais, c'est facile fois 3 fois 4. Facile. Les téléphones, pareil. Un téléphone, en gros, ça va du plus petit bas de gamme jusqu'à l'iPhone. Je dirais entre 400 et 1 200 €. Si on n'avait rien qu'un chien à l'entrée, bah, les stupes, ils seraient moins susceptibles de rentrer. Indirectement, je me dis, c'est un peu voulu, parce que ça achète aussi la paix sociale. Comme je dis, hein, l'exemple, le mec, il fume son pétard, il est éclaté, ben, il va bien dormir le soir, hein, et il va pas nous embêter, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'on nous demande de faire certaines choses sans moyens.
On nous parle de prison insalubre, de vétusté. Bah oui, c'est vrai, pas de problème. Et on me dit ouais, mais faut quand même leur donner ce qu'ils ont droit. Mais comment je fais? Être trop en cellule à la base, l'encellulement doit être individuel. Mais vu qu'on a une surpopulation carcérale, il faut bien qu'on les mette quelque part. Puisque le juge me donne l'ordre de le garder en prison. Dans les nouvelles prisons, les détenus ont un frigo, une plaque chauffante, une télé, une douche. Donc, vous voyez, c'est mieux que le Formule 1. Là, c'est possible de travailler. La personne, elle va se plaindre de quoi? Actuellement, où je travaille, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de tout ça. Donc, les détenus, ils se fabriquent, on appelle ça une chauffe, hein, avec de l'huile. Donc, forcément, ça crée de la fumée noire. C'est pas très bon à respirer. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Quand je vois qu'il y a le mur qui cloque, la fenêtre, elle ne ferme pas bien. Ils ont trois douches par semaine, puisque ce sont des douches collectives. On dispose, en gros, généralement de 5-6 douches pour 50 personnes. Donc on ne peut pas passer tout le monde chaque jour à la douche. Ben ouais, on a un peu honte quand même. Donc nous, on est tous favorables à ce qu'il y ait une douche pour chaque détenu en cellule. Je me dis, ouais, la pure des crapules qui soit dans un truc de merde, je m'en fous. Par contre, quelqu'un, entre guillemets, qui a fauté, qui a fait une erreur dans sa vie, ouais, ça me fout un peu les boules. Et moi, je serais à sa place, je ferais, putain, c'est pas très normal qu'on me donne ces conditions-là, quoi, tout simplement. La prison, ça doit être le dernier moyen de contrainte, en fait. Bah, y a des peines qu'on n'a rien à faire en prison. Bah, tout ce qui est récidive d'alcoolémie, tout ce qui est... le mec, il prend 2 mois, ça sert à quoi qu'il prenne 2 mois? Je pense qu'il y a mieux à faire. Soit tu mets des grosses amendes, tu fais payer. Voilà, pour moi, la prison, ça doit être le dernier moyen de contrainte, en fait. Il y a des peines aménageables, quoi. Là, il y a des trucs qui tombent, le mec, des fois, il y a des peines, le mec, c'était en 2006. C'est bon, quoi. Le mec, il a un taf, il a une femme, des enfants. Je trouve qu'on le désociabilise un petit peu, quoi. Il peut tout perdre. Et il repart dans le système. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites différemment. Je pense que indirectement, ton métier te donne des traits de caractère. Je suis quand même parti entre l'école et la nouvelle affectation. Je faisais la route, donc on s'est peut-être un peu perdu aussi, ouais. Peut-être ça y a un peu joué. Sur le moment, je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça me saoule, je divorce, quoi. Voilà, point. Ouais, j'ai des regrets, ouais. Ouais, un peu quand même, ouais. Parce que je pense que, justement, avec l'expérience, je m'aperçois que c'était la seule qui me comprenait, en fait. Ce que j'avais besoin de lui dire, je lui disais, quoi. Ça me faisait du bien, je pense. Et je pense qu'il n'y en a qu'une qui est comme ça pour toi, en fait, dans ta vie. Et je pense que c'était elle, et voilà, quoi, ça... C'est un échec. Je suis bien comme ça, maintenant. Parce que justement, j'ai toute ma liberté, j'ai aucun compte à rendre. Et je crois que j'aurais peut-être du mal à revivre même avec quelqu'un, je pense. J'ai mes habitudes, j'ai envie de faire ça, je le fais, j'ai envie de faire autre chose, je le fais. Donc ça me convient très bien comme ça, en tous les cas. Donc, puis moi, voilà, je me consacre à mes gamins et basta, quoi. J'ai été jeune comme tout le monde, hein, j'ai fait des conneries aussi, hein. J'ai roulé sur un scooter volé, j'ai goûté au stup, j'avais déjà fumé un joint à l'école. Enfin, voilà, j'ai conduit avec de l'alcool dans le sang. Après, tout le monde apprend la vie comme ça, hein. On ne fait pas que des bonnes choses. Je pense qu'on éduque comme on était éduqué un peu. Mais vu que j'ai été éduqué par un père qui faisait ce métier, j'aurais montré, voilà, papa il rentre là, il passe sous un portique métallique, il ne doit pas sonner, autrement il ne rentre pas. Et ensuite j'ai montré le bâtiment du fond où il y a les cellules avec les barreaux. Et ouais, ça leur a fait un peu peur quand même, quoi. Un peu peur, ils n'ont pas été choqués non plus, hein. J'ai dit, voilà, vous avez vu, vous voulez finir comme ça, enfermé pendant pratiquement 18 heures. J'ai envie qu'ils aient peur, ouais, bien sûr. Écoute, moi je voulais pas faire ce métier, hein, donc puis je l'ai fait.
Après, moi, je préférais qu'il le fasse pas. Non, mais je me dis qu'il y a mieux à faire. Alors, je regrette pas, mais je pense qu'il y a ouais, il y a quand même mieux à faire, quoi.